Le 28 juin 1945, pas très loin de Tokyo, on est à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale japonaise, un aérodrome abrite quelques chasseurs de l'armée de terre. La base en vérité manque de tout, on manque d'avions mais aussi de pilotes, d'essence, de vivres, dans une atmosphère très pesante. On est en juin 1945. Tout le monde sait bien que les Américains sont en train de gagner la guerre, et notamment cette guerre du Pacifique. La flotte ennemie se rapproche de plus en plus des côtes de l'archipel, qui d'ailleurs a été bombardé à pas mal de reprises, et pourtant, les quelques pilotes qui sont encore affectés à cet aérodrome sont bien décidés à se jeter corps et âme dans ce qu'il reste de la bataille. Un élan de courage ou d'abnégation qui peut paraître absurde au regard de la situation. À 20h, branle-bas de combat, le commandant ordonne le rassemblement de 22 pilotes et voilà ce qu'il leur déclare. Selon la météo, il pourrait y avoir des éclaircies demain matin au large de Miyagi, où se trouve la flotte américaine. Voici donc le moment tant attendu. Je vais vous transmettre l'ordre de faire une sortie en votre qualité de pilote d'attaque spéciale. Attaque spéciale, le mot est lâché. Ces pilotes savent exactement de quoi on parle, Ils se sont préparés à ça, ils sont entraînés pour réussir cette mission si particulière. Ils l'ont tous acceptée, même s'ils la redoutent au fond de leur cœur, bien entendu, cette attaque spéciale qui n'est ni plus ni moins qu'une attaque suicide. Il s'agit d'aller se projeter avec son appareil lancé à plus de 500 km/h et chargé d'une bombe de 250 kg, chacun sur un navire américain. Le sang d'un des pilotes qui sont là, le capitaine Ryuji Nagatsuka, son sang, je devrais dire d'ailleurs à la japonaise Nagatsuka Ryuji, son sang ne fait qu'un tour. Je sentais que je pâlissais. Je m'efforçais de dominer le choc. Les mots d'attaque spéciale sonnèrent plutôt faux. Je me crus en plein cauchemar. Voilà ce qu'il dira. Cet officier, il va donc prendre part à une opération kamikaze. Presque miraculeusement, on peut dire, vous allez voir dans quelles circonstances incroyables, il va survivre à cette attaque, il va sortir vivant du conflit, et en 1972, il écrira ses mémoires avec ce titre qui a fait de son livre un best-seller mondial, « J'étais un kamikaze », un récit extrêmement précieux puisqu'il nous permet d'appréhender l'histoire de ces jeunes pilotes prêts à mourir pour ce qu'ils considèrent comme leur absolu. Ça nous permet d'appréhender cette histoire de l'intérieur. Nous vivons en quelque sorte leur sacrifice au milieu d'eux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Toute cette affaire a commencé en 1943, au moment où la guerre du Pacifique a basculé, a connu un tournant. Premières défaites importantes de l'armée impériale japonaise. On a l'impression en 1943 que les États-Unis sont en train de prendre un avantage considérable dans le déroulement des opérations. Au Japon, il y a encore quelques endroits où la guerre semble une lointaine préoccupation, et c'est le cas notamment de l'université. À l'époque, Ryuji a 19 ans. Il est au lycée supérieur, l'équivalent de nos classes préparatoires en France. Il étudie le français, pour tout vous dire, parce que oui, à l'époque où tous ces jeunes compatriotes apprennent plutôt l'allemand, eh bien lui s'est passionné pour le français. Il a lu Les Maîtres sonneurs de George Sand, d'abord en japonais, mais il a trouvé ça tellement merveilleux qu'il a voulu le lire en français. Et maintenant, il a bien l'intention, à l'université, d'enseigner aux jeunes japonais les trésors et les chefs-d'œuvre de la littérature française. Lui et ses camarades ne s'intéressent pas à la guerre, ils sont un petit peu à l'abri de la guerre à l'époque. C'est vrai qu'il y a eu le raid Doolittle, dont j'ai eu l'occasion de vous parler en avril 1942, vous savez, ce raid américain sur Tokyo, mais qui n'a fait que des dommages symboliques. À l'automne 1943, quand même, la guerre se met à intéresser tout le monde, et surtout, le 2 octobre 1943, le Premier ministre Tojo va promulguer un édit selon lequel les étudiants et lycéens en humanité, ce qu'on appellerait nous en lettres si vous voulez, vont être mobilisés. Pourquoi ? Eh bien parce que ils sont considérés comme inutiles d'une certaine manière au regard de l'effort de guerre, alors que les étudiants en sciences sont indispensables à l'avenir du pays. Voilà comment Nagatsuka est entraîné malgré lui dans ce conflit. Je le cite. « Je regardais le mont Fuji déjà couvert de neige. Le vers d'un ancien poète me revint en mémoire. Il y aura des montagnes et des fleuves, même après la défaite d'un pays. » Ryuji Nagatsuka n'aime pas la guerre et il méprise les soldats, il trouve tout ça vulgaire. Et en regardant le mont Fuji,
il prend conscience que sa patrie néanmoins est en danger et que s'il ne fait rien, ce sera la honte qui pourrait rejaillir sur sa famille. Vous savez, c'est toute l'éducation japonaise, ça. Bref, il prend la résolution que cette montagne sacrée ne soit jamais approchée par un pilote américain. Et en attendant son engagement militaire, il choisit de dévorer tous les livres français qu'il n'aura pas le temps de lire par la suite. À partir de mai 1944, il est affecté à une usine de munitions, on est à Nagoya. Là, on peut dire que c'est la fin de l'insouciance. Désormais, il va travailler 10 heures par jour, de 8 heures à 18 heures. En fait, on lui demande de bourrer de la poudre dans des obus. Vous voyez, c'est pas intéressant, c'est à la chaîne en plus. Et Ryuji est à bout de force. Il se sent très triste quand un de ses camarades, qui est parti s'entraîner dans une école d'aviation, lui dit que c'est des avions que viendra probablement le salut. Ce qui fait que quand il apprend la possibilité de passer des examens pour devenir élève pilote, il n'hésite pas, Ryuji. Il quitte cette chaîne d'armement là pour quitter aussi Nagoya et se lancer dans cet entraînement. Le voilà donc militaire au corps d'aviation de l'armée de terre, avec un entraînement sur planeur dans un premier temps. C'est impressionnant ça pour les jeunes pilotes. Il doit subir une préparation accélérée dans la mesure où l'armée a besoin de renforts immédiats. La victoire en effet dépend de la maîtrise de l'air. Il faut vous dire que les Américains ont pris un certain avantage avec leurs chasseurs, mais surtout avec leurs bombardiers, les fameux B-29, qui maintenant menacent directement le sol de l'archipel. Après cette formation sur planeur, donc qui a duré 30 jours, place à un entraînement sur biplan qui permet donc à Ryuji Nagatsuka d'éprouver la sensation de devenir un vrai pilote. Et dans le même temps, il est exposé à des drames qui s'enchaînent, ses camarades qui s'écrasent sans avoir combattu. Il apprend peu à peu à surmonter ça, à accepter la mort et même, d'une certaine manière, à lui devenir indifférent. Les bombardiers américains B-29, les Japonais ont pris l'habitude de ces super forteresses. Vous savez, les Japonais les surnomment les dragons volants. Ils font beaucoup de dégâts maintenant sur le sol japonais. On est à la fin de décembre 1944 quand Ryuji va livrer ses premiers combats contre ces fameux bombardiers. Alors, la meilleure manœuvre, ça consiste à les attaquer par en dessous, sauf qu'ils se défendent, parce qu'ils ont des tourelles équipées de puissantes mitrailleuses. Nagatsuka pilote également ce qu'on appelle un Ki-27, qui ne fait pas le poids évidemment, et à chaque sortie il fait chou blanc. C'est désespérant, son petit avion lui fait penser à un temps, dit-il, sur le dos d'une grosse vache impassible. Et il finit par s'imaginer d'aller par dépit percuter ces bombardiers. C'est une pensée comme ça qui est venue l'habiter, parce qu'il comprend que le Japon est en train de s'écrouler et qu'il n'y a plus d'espoir et que le sort même de sa famille dépend maintenant de l'action de ces jeunes pilotes dans le ciel nippon. C'est au mois de mars 1945, après de multiples échecs, que son escadrille va avoir la même idée que lui, mais va la systématiser, cette idée, et l'admettre, le recours aux attaques suicides. Il en a entendu parler déjà. La première opération de ce type remonte à mai 1944. Le commandant Takada avait à l'époque percuté son avion contre un navire américain. C'était pendant la bataille de l'île Biak. Et l'état-major s'est dit que ça pouvait être extrêmement efficace, cette histoire. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'y recourrait pas? Quand je dis on s'est dit, un certain nombre de très hauts personnages de l'état-major japonais ont pensé à ça. Les forces aériennes de la marine impériale sont les premières à mener ces opérations à partir du 20 octobre 1944 et on va créer carrément un corps d'attaque spécial sous le commandement d'un lieutenant de vaisseau qui s'appelle Yukio Seki. Les Japonais n'utilisent pas le nom de kamikaze. Alors c'est kamikaze en japonais. C'est un terme qui est devenu très célèbre, d'abord aux États-Unis puis dans le monde entier. Mais au Japon, on prend plutôt un autre terme, celui de shimpu tokubetsu. On parle aussi de kogetikai. Vous savez qu'il y a beaucoup de termes pour dire la même chose en japonais, selon les registres de langage auxquels on fait référence. Bon. En tout cas, l'idée, c'est l'idée d'un vent divin, si on devait chercher une traduction. Pas oublier que tous ces jeunes pilotes s'inscrivent littéralement dans la foulée des samouraïs et que leur idée à eux, c'est de transcrire dans une sorte de vocabulaire aérien ce qu'est le bushido, vous savez, la voix du guerrier samouraï. Le 31 mars 1945, le commandant Suenaga
s'avance vers les 24 soldats qui sont là, dont notre Ryuji Nagatsuka. Et voilà ce qu'il leur dit. « Il ne nous reste plus qu'un moyen, nous écraser contre les porte-avions ennemis comme l'ont fait vos camarades. » Il ne s'agit pas d'aller percuter des bombardiers, là il s'agit d'aller s'écraser. C'est ça la mission qu'on confie à ces commandos suicides, c'est d'aller s'écraser sur des porte-avions américains. Ce qui veut dire que là le moment redouté est arrivé. Toute l'escadre se porte volontaire, la pression morale est vraiment très forte. Vous savez, quand on dit que ce sont des volontaires, il y en a beaucoup qui le font malgré eux, mais ils le font parce qu'ils ne peuvent pas reculer par rapport à leurs camarades, parce qu'ils ont l'impression que c'est le sort de leur famille qui en dépend, et puis le sort de l'empereur et du Japon. Bref, l'histoire retient qu'un tiers des pilotes kamikazes a été enrôlé de force, mais disons les choses, les volontaires étaient sans doute eux aussi un peu enrôlés de force. Ils subissaient un embrigadement psychologique en vérité. Bref, leur entraînement est extrêmement rude. Bah oui, c'est pas évident d'apprendre à des jeunes gens d'aller se cracher à pleine vitesse sur un navire. C'est même quasiment impensable quand on y pense. Et ça fait des semaines d'entraînement. Nagatsuka et ses camarades apprennent, c'est lui qui nous raconte ça dans ses mémoires, encore une fois. Il nous dit comment il apprend à mener des attaques fictives. Il y a deux approches possibles. Soit on se projette en piqué depuis les nuages, soit on vole en rase-motte pour échapper à toutes les détections au-dessus des vagues, à pleine vitesse, et on atteint le bâtiment carrément de côté. L'adversaire apprend bien sûr à se protéger de ces attaques, vous imaginez. Quand on a appris dans la marine américaine que les Japonais se mettaient à se cracher sur les navires, ça a été une vague de panique, disons les choses. On a développé la DCA à mort, bien sûr, avec des obus qui sont tirés partout autour des bateaux pour essayer d'éviter ces commandos. Les kamikazes, comme on les appelle, vous me permettrez de les appeler ainsi, sont obligés d'ailleurs de zigzaguer pour échapper à la DCA, ce qui rend l'opération quasiment impensable. Le 30 avril, Nagatsuka est devenu officier, il a reçu le grade de sous-lieutenant et un mois après, il est capitaine. Lui qui étudiait le français à l'université, vous imaginez. Maintenant, il n'y aura plus de combat aérien, il n'y a plus d'essence de toute façon, il n'y a quasiment plus de munitions. Non, maintenant, on ne s'entraîne plus que pour un seul type de mission. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le soir du 28 juin 1945, l'ordre est clair. Attaquer à l'aube la 3e flotte de la Task Force américaine numéro 38. Il y a là-dedans 3 porte-avions, 2 porte-avions légers, 3 cuirassiers, quelques croiseurs lourds et légers. On est à 500 km au large du département de Miyagi. Il ne reste que 11 heures à vivre au capitaine Nagatsuka qui doit donc préparer ses adieux. Alors vous savez comment font les kamikazes, ils coupent une mèche de leurs cheveux, ils coupent des ongles, ce sont les dernières empreintes réservées à la famille, et puis ils écrivent une lettre. Et lui, il écrit « Ryuji, mes parents, je vais quitter définitivement ce monde à 7 heures le 29 juin 1945. Votre immense affection imprègne tout mon être jusqu'au plus ténu de mes cheveux, et c'est ce qui est dur à avaler, la pensée qu'avec la disparition charnelle s'évanouit aussi cette tendresse. Mais le devoir patriotique commande. Je vous demande sincèrement pardon de n'être pas en mesure d'accomplir mes devoirs familiaux jusqu'au bout. Veuillez saluer de ma part tous ceux qui ont eu pour moi de l'amitié et de la gentillesse. » Et le lendemain matin, il est aligné aux côtés de 17 autres pilotes suicides. Alors, il y a eu tout un cérémonial, il y a des lycéennes qui sont venues parsemer les sièges des aviateurs de fleurs. Le manuel de pilote de 88 pages raconte que quelques fractions de secondes avant l'impact, le pilote voit le visage de sa mère. Et au moment de l'impact, immédiatement et spontanément, des cris de joie s'élèvent dans le sanctuaire parmi ses camarades morts qu'il va rejoindre au Panthéon des dieux. Bref, tout ça, c'est bien joli, mais Nagatsuka n'en croit pas un mot, puisque lui, il ne croit à rien, il est athée. Il sait seulement qu'à cet instant, il n'a plus d'autre choix à faire que d'aller sacrifier sa vie. Alors il a pris une dernière tasse de thé, bu d'un coup sec une gorgée de saké, et puis après un kanpai pour l'empereur, il est monté à bord de son chasseur, de son cercueil volant, si vous me passez l'expression. Il a glissé dans sa combinaison une photo de sa famille, les 2 volumes des Maîtres sonneurs de George Sand, vous imaginez ça. Et à 6 heures du matin, le voilà qui décolle.
Il pilote le 4e avion de la première formation, en volant donc très bas en direction de la flotte ennemie. Alors, il y a un temps qui est épouvantable, impossible d'apercevoir la force américaine. Son chef de patrouille incline les ailes, ça veut dire on ne peut rien faire, demi-tour. C'est impensable. Ils étaient tous prêts à mourir, là, ils étaient tous prêts à se jeter. Et voilà que finalement, on leur fait faire demi-tour. Mais quand ils sont de retour sur la base, ils sont considérés comme des déserteurs. Vous êtes des capons, des pleutres, vous n'êtes pas des officiers, vous êtes restés des étudiants. On les insulte littéralement. Et d'ailleurs, chacun doit s'aligner pour recevoir un grand coup de poing au visage. Ils sont habités par la honte, comme peuvent l'être des soldats japonais qui ont déchu. Ils doivent recopier les paroles sacrées de l'empereur. Comme la guerre est absurde, se dit Ryuji, pourquoi continuer une mission qui se révèle à ce point être un échec? Et pour se laver de sa honte, il se met en quête d'une nouvelle mission suicide. L'alerte est donnée le 12 août 1945, dans une situation qui est irréversible. On est après Hiroshima et Nagasaki, vous imaginez. Et cette fois, il s'agit de combattre les chasseurs américains Grumman, qui viennent d'envahir le ciel de Kanto. On est vraiment là au cœur du Japon. Au cours de cette opération, Ryuji Nagatsuka est pris en chasse, et voilà que, incroyable, alors que lui-même avait décollé pour aller, encore une fois, s'abattre sur un de ces chasseurs américains, eh bien, il est abattu. Il réussit, il atterrit dans une rizière, ce qui fait qu'il réussit à survivre. Il est transporté à l'hôpital et 3 jours après, c'est la capitulation japonaise, le fameux discours de l'empereur Hirohito à la radio, vous savez. Et en écoutant l'empereur, Nagatsuka pense que sa vie n'est vraiment qu'une humiliation. Il n'a jamais pu abattre de bombardiers ni de chasseurs ennemis. Il a raté sa mission suicide. Il sort de ce conflit lourdement endommagé, physiquement et psychiquement, mais le fait est qu'il est vivant. Il est vivant et qu'il va pouvoir retrouver sa famille, qu'il va pouvoir devenir professeur d'université et continuer à enseigner les belles phrases de Madame Sand. Environ 4000 pilotes japonais ont été sacrifiés pour ne couler en tout que 47 navires américains, dont seulement 3 porte-avions, et encore, c'étaient des porte-avions de petite taille.